Alors, voici la correction de l'exercice numéro 1 de la fiche. Donc, pour la première question, on nous demande de donner la configuration électronique des atomes d'hydrogène, de carbone et d'oxygène. Alors, pour ça, on a besoin de connaître le nombre d'électrons dans chaque atome, et ce nombre d'électrons va être donné avec le numéro atomique. Donc, pour l'hydrogène, c'est 1, le carbone, c'est 6, et l'oxygène, c'est 8. Donc le numéro atomique dans un atome correspond au nombre de protons, et dans un atome qui est neutre, on a autant de protons que d'électrons. Donc on aura 1 électron pour l'hydrogène, 6 électrons pour le carbone et 8 électrons pour l'oxygène. Alors pour écrire ces configurations électroniques, on remplit les sous-couches progressivement, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, en mettant au maximum 2 électrons sur une sous-couche S et 6 électrons sur une sous-couche P. Donc pour l'hydrogène, il n'y a qu'un seul électron à placer, donc ça fait la 1s1. Pour le carbone, 6 électrons à placer, donc 1s2, 2s2, 2p2. Et pour l'oxygène, 8 électrons à placer, donc 1s2, 2s2, 2p4. Alors ces configurations électroniques vont nous servir à établir les schémas de Lewis des atomes. Alors pour établir ces schémas de Lewis, on a besoin de connaître le nombre d'électrons de valence, puisque le schéma de Lewis est une représentation de la couche de valence, c'est-à-dire des électrons de valence d'un atome ou d'une molécule. Donc les électrons de valence sont ceux de la dernière couche occupée. Donc pour l'hydrogène, il n'y en a qu'une seule, donc il n'y a pas trop le choix. C'est la couche externe, la couche de valence, c'est la 1s, et on a dessus un seul électron de valence. Pour le carbone, la dernière couche occupée est la couche numéro 2. Mais dans la couche numéro 2, vous avez la sous-couche 2s et la sous-couche 2p. Donc il faut prendre ces deux sous-couches en compte. Donc sur ces sous-couches 2s et 2p, vous avez 2 plus 2, c'est-à-dire 4 électrons de valence. Et pour l'oxygène, donc on a aussi les sous-couches 2s et 2p. Donc sur cette sous-couche, cette fois-ci, j'ai 2 plus 4, c'est-à-dire 6 électrons de valence. Alors, à partir de ce nombre d'électrons de valence, on va établir le schéma de Lewis des atomes. Donc, on établit ce schéma de Lewis en prenant le nombre d'électrons de valence et en répartissant ces électrons tout autour du symbole de l'atome. Et on répartit ces électrons sur chacun des 4 côtés. Alors, parce qu'en fait, dans les sous-couches 2s, 2p et 3s, 3p, il y a 4, ce qu'on appelle orbitales atomiques. Mais cette notion n'est pas au programme, et c'est pour ça qu'on répartit sur les 4 côtés. Et donc sur chacun des côtés, on ne peut mettre qu'au maximum 2 électrons. Donc si on a moins, on ne met qu'un seul électron. Alors pour l'hydrogène, on n'a qu'un seul électron, donc c'est un H avec un point, que j'ai mis d'un côté, mais je peux très bien mettre de l'autre côté, en haut, à droite, en bas, à gauche, peu importe l'endroit où ça m'arrange. Ensuite, pour le schéma de Lewis du carbone, donc vous avez 4 électrons de valence, donc ça fait un électron sur chaque côté. Et pour l'oxygène, j'ai 6 électrons de valence. Donc si je les place tout autour, j'en ai déjà 4 sur chacun des côtés. Donc j'ai forcément, il me reste 2 électrons, donc je vais avoir 2 côtés avec 2 électrons. Et 2 électrons, on va le représenter par un trait qui représente ce qu'on appelle un doublet non liant, parce qu'il ne sert pas à faire de liaison avec un autre atome. Alors, on peut aussi représenter, j'avais oublié, ces deux doublés non liants en haut et en bas, en haut à droite, enfin peu importe, hein, du moment qu'il y en ait bien deux. Et la dernière représentation est souvent utilisée pour établir les schémas de Lewis avec des molécules qui contiennent de l'oxygène. Alors maintenant, à partir de ces schémas de Lewis d'atomes, je vais établir les schémas de Lewis des molécules. Donc, il faut repérer pour chaque molécule le nombre d'atomes qui est à l'intérieur. Donc, pour la molécule d'eau, vous avez 2 atomes d'hydrogène, je vous rappelle que le 2, évidemment, va pour l'hydrogène, et un atome d'oxygène. Alors, après, il faut savoir dans quel ordre il se place. C'est pas toujours évident, mais sachez qu'en général, quand il n'y a qu'un seul atome, souvent, il se met au milieu. Ça marche assez bien, cette règle. Donc là, je vais mettre l'atome d'oxygène au milieu et les 2 atomes d'hydrogène de chaque côté. Et vous voyez qu'il y a un électron célibataire sur chaque atome de chaque côté, et ces 2 électrons célibataires vont se mettre en commun pour former un doublet liant
hein, qui est une liaison covalente. Donc j'ai ça d'un côté, j'ai ça de l'autre. Donc l'hydrogène ne peut former qu'une seule liaison, tandis que l'oxygène, comme il avait 2 électrons célibataires, va former 2 liaisons. Alors ces 2 liaisons covalentes pour l'oxygène peuvent être avec 2 atomes différents, ou ça peut être avec un seul atome, sous la forme d'une liaison double, comme on verra après. Alors pour le dessin du schéma de Lewis, donc ces 2 électrons qui sont mis en commun, qui est la définition d'une liaison covalente, hein, on va le représenter beaucoup plus simplement avec un trait. De toute façon, un trait, c'est un doublé, qui soit liant ou non liant, donc ça représente à chaque fois 2 électrons. Alors pour le dioxyde de carbone, donc selon la règle de l'atome tout seul au milieu, là j'ai le carbone qui est tout seul, donc il sera au milieu, et j'ai les 2 oxygènes qui sont de chaque côté. Voilà, donc là on voit que l'oxygène va mettre en commun avec le carbone, chaque atome d'oxygène va mettre en commun 2 électrons avec le carbone, donc il va faire une liaison double, hein, puisqu'il y aura 4 électrons au total entre les 2 atomes mis en commun. Donc première liaison, 2 électrons mis en commun, deuxième liaison, encore 2 électrons mis en commun, donc 4 électrons pour ce côté, le premier côté, et la même chose de l'autre côté. Et donc on va représenter encore une fois ces liaisons par des traits. Donc on voit qu'entre chaque atome d'oxygène et le carbone, j'ai une liaison double, c'est-à-dire 2 liaisons covalentes. Alors maintenant pour le méthane, donc l'atome qui est tout seul va être au milieu, et vous avez vu précédemment que le carbone pouvait établir 4 liaisons puisqu'il avait 4 électrons célibataires. Donc là, c'est assez facile de comprendre que ces 4 liaisons vont être établies avec les 4 atomes d'hydrogène. Donc chaque atome d'hydrogène va occuper un électron célibataire du carbone. Donc ils se placent tout autour et ils établissent leur liaison covalente. Donc les électrons libres sont comme des sortes de scratch, hein, qui permettent de coller les atomes entre eux. Hein, la colle des atomes entre eux, ce sont les électrons qui sont mis en commun. Hein, c'est ce qui va relier les atomes entre eux. Donc vous avez le schéma de Lewis de la molécule de méthane qui ne contient aucun doublé non liant. Alors pour le dihydrogène, ben là c'est assez simple, hein, vous avez les 2 hydrogènes qui sont reliés par le seul électron que chaque hydrogène contient. Donc vous avez une liaison simple et aucun doublé non liant sur chacun des hydrogènes. Alors ensuite, on nous demande à la question 4 d'indiquer la géométrie de chaque molécule. Alors la géométrie n'a d'intérêt que pour des molécules, on le verra, avec au moins 3 atomes. Hein. Pour 2 atomes, c'est beaucoup plus limité vu qu'ils sont forcément l'un à côté de l'autre. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut regarder l'atome central, c'est-à-dire comment les 3 ou 4 ou 5 atomes vont se répartir autour de cet atome central. Donc l'atome central ici, c'est l'oxygène, et je vais bien regarder ce qui l'entoure. Donc qu'est-ce qui l'entoure? Vous avez 2 atomes reliés par liaison covalente, donc ce sont là les 2 atomes d'hydrogène, et 2 doublés non liants qui sont là. Alors chaque doublé, donc les 2 doublés non liants et les 2 doublés liants, ce sont des électrons, il ne faut pas l'oublier, hein, ce sont 2 électrons à chaque fois. Et ces électrons sont tous négatifs, donc ils se repoussent. Donc ils vont chercher à s'organiser autour de l'atome d'oxygène en étant le plus loin possible les uns des autres, hein, le plus loin est le mieux. Donc ils vont se répartir sur une forme qui va être un tétraèdre que vous avez ici. Donc vous avez ce tétraèdre ici, là, comme ça. Voilà, là, cette face-là, elle est cachée. Et dans ce tétraèdre, vous avez deux sommets qui sont occupés par les 2 atomes d'hydrogène et 2 autres sommets qui sont occupés par ces espèces de petits fantômes là, hein, qui sont les doublés non liants. Donc on ne voit pas sur la molécule quand on la représente en général, hein, on ne représente pas ces doublés non liants, mais ils prennent de la place. Donc ils vont pousser les atomes d'hydrogène, ce qui va avoir pour conséquence que les 3 atomes ne seront pas alignés. Donc, on va donner un type dans la théorie VSEPR à l'oxygène. Donc, comme il a 2 atomes reliés par liaison covalente, les 2 atomes sont représentés par le X. Donc, c'est AX2. Et les 2 doublés non liants, on les représente par E, donc E2.
Alors le A, c'est l'atome central, donc ici l'oxygène. Et on a appris qu'un type AX2E2, c'est une molécule qui est coudée, hein, puisque vous avez les deux doublés non liants qui ne sont pas visibles quand on représente la molécule, qui poussent les atomes d'hydrogène. Donc les trois atomes ne sont pas alignés. Alors, même chose pour le dioxyde de carbone. Donc l'atome central, on regarde avec quoi il est entouré. Là, on a deux atomes reliés par liaison covalente. Alors, c'est une liaison covalente double, hein. Donc ça, ce sont beaucoup d'électrons, 4 électrons au total. Mais ce qui est important, la grande différence par rapport à l'eau, c'est qu'il n'y a aucun doublé non liant sur le carbone. Donc, j'ai deux paquets d'électrons en fait. Et bien, pour que ces deux paquets d'électrons soient le plus loin possible les uns des autres, eh bien, il suffit tout simplement qu'ils soient à 180 degrés l'un de l'autre. Donc, les trois atomes en fait vont être alignés. Et on dit que le carbone est du type AX2. Donc X2, c'est les deux atomes, et là, j'ai pas de E, puisque je n'ai pas de doublé non liant. Donc cette molécule, elle est linéaire, contrairement à l'eau. Alors, pour le méthane, donc je regarde encore une fois l'atome de carbone central. On a 4 atomes reliés par liaison covalente, pas de doublé non liant. Donc c'est comme pour tout à l'heure le dioxyde de carbone, hein, pas de doublé non liant. Donc tous les doublés liants, hein, toutes les liaisons covalentes, sont des doublés d'électrons qui vont chercher à être le plus loin possible les uns des autres. Donc quand on en a 4, ils vont se répartir dans un tétraèdre. Alors, ils vont être du type AX4, hein, c'est les 4 atomes. Donc, on a le même genre de tétraèdre que pour la molécule d'eau, parce qu'on était en AX2, E2, et donc AX2, E2 et AX4, ça fait 4 choses autour, hein. Donc, le tétraèdre, il est là, voilà. Et donc, le type de la molécule, la géométrie de la molécule, on dit qu'elle est tétraédrique. Hein, parce que, alors pour la molécule d'eau, c'était coudé parce qu'en fait, dans ce tétraèdre, il y avait deux sommets qui étaient des doublés non liants. Donc au final, sur les 3 atomes, ça faisait un coude. Mais là, j'ai bien 4 atomes qui entourent le carbone, hein, donc ça va être tétraédrique. Alors pour le dihydrogène, en fait, il n'y a pas vraiment de géométrie, hein, ça n'a pas beaucoup de sens sur une molécule à 2 atomes, donc la molécule est forcément linéaire. Les 2 atomes sont l'un à côté de l'autre. Donc ça n'a pas trop de sens de demander la géométrie d'une molécule à 2 atomes seulement. Alors la dernière question, on nous demande si ces 4 molécules sont polaires. Justifiez la réponse. Alors la question est courte, mais il y a pas mal de justifications à donner si on veut tous les points pour ce genre de questions. Donc déjà, quand c'est polaire, vous devez obligatoirement utiliser l'électronégativité. Et une molécule est polaire si on revient sur la définition, si je résume, G+ et G- ne sont pas confondus. Alors G+ et G-, qu'est-ce que c'est? Ce sont les centres des géométriques, donc la moyenne, hein, des charges positives et négatives. Donc il faut des charges positives et négatives. Et ces charges positives et négatives, elles sont présentes sur des liaisons polarisées. Donc, on doit d'abord voir si les liaisons de toutes les molécules qu'on a là, est-ce qu'elles sont polarisées ou non, ou apolaires. Donc, pour savoir si une liaison est polarisée, il faut calculer ce delta chi. Et il doit être supérieur à 0,4 pour que la liaison soit polarisée. Donc, il faut repérer toutes les liaisons dont on va avoir besoin dans ces molécules. Donc, j'ai quoi? J'ai des liaisons OH. Ensuite, j'ai des liaisons CO. J'ai des liaisons CH, et pour finir, j'ai des liaisons HH. Donc je dois calculer la différence d'électronégativité pour chacune de ces liaisons. Alors la différence d'électronégativité, c'est l'électronégativité d'un atome moins celle du deuxième, et on fait toujours la plus grande électronégativité moins la plus petite. Le delta chi est forcément positif. Donc c'est parti. D'abord la liaison HH, je n'ai pas forcément fait dans l'ordre, donc delta chi est égal à 2,20 moins 2,20. Forcément, c'est les mêmes atomes, donc ça fait 0. Donc déjà, quand vous avez une liaison avec deux atomes identiques, la liaison est forcément apolaire. Alors, petite remarque hein, sur le qui ici apparaît comme un X, alors que c'est pas du tout ça. Hein. J'aurais dû le mettre dans une autre police. Donc là, ça doit être une petite boucle comme ça et un trait.
Donc on doit voir hein, cette petite boucle ici qui remonte et qui descend. Alors ce n'est pas un X non plus. Hein. Il n'y a qu'un seul côté qui est bouclé entre guillemets. Alors ensuite la liaison OH. Delta chi, donc là je l'ai bien mis le chi. Donc 3,44 pour l'oxygène, moins 2,20 pour l'hydrogène. Donc ça fait 1,24, supérieur à 0,4, donc la liaison est polarisée. Alors vous remarquez que là, pour le coup, c'est pas très logique. On parle de liaison soit polarisée, et si ça ne l'est pas, c'est apolaire, et non pas apolarisée. Hein. Donc la liaison OH, elle est polarisée, donc il faudra forcément étudier les G+, et G-. Ensuite, la liaison CO. Alors peu importe que ce soit une liaison simple, double, aucune importance. Donc delta chi, et c'est égal à l'électronégativité de l'oxygène, donc 3,44, moins celle du carbone, c'est-à-dire 2,55, donc ça fait 0,89, donc c'est une liaison polarisée, puisque c'est supérieur à 0,4. Alors, dernière liaison, liaison CH, donc delta chi, qui est égal à le carbone, dont moins l'hydrogène, donc 2,55 moins 2,20, donc ça fait 0,35. Donc on est juste en dessous. Hein, donc tout ce qui contient des liaisons CH, ce sont des liaisons apolaires. Donc une fois, donc ça il faut l'écrire hein, pour avoir tous les points pour justifier. Alors déjà, les molécules qui contiennent des liaisons apolaires seront obligatoirement apolaires. Hein, si les liaisons à l'intérieur, il n'y a pas de charge, la molécule globale ne va pas faire apparaître des charges par miracle. Donc la molécule de dihydrogène, liaison apolaire, donc molécule apolaire. Le méthane, c'est des liaisons CH, liaison apolaire, donc molécule apolaire. Donc pour ces deux-là, c'est déjà réglé. Le dihydrogène et le méthane sont des molécules apolaires car elles sont constituées uniquement de liaisons apolaires. Donc celle-là c'est réglé. Maintenant il va falloir regarder l'eau et le dioxyde de carbone. Donc là, leur géométrie va rentrer en ligne de compte. Donc, vous voyez qu'il faut absolument écrire les formules, alors soit formules semi-développées, donc sans les doublés non liants, hein, ça n'a pas d'importance, soit les schémas de Lewis avec les doublés non liants, mais ce qui compte, c'est qu'il y ait la géométrie. Donc la molécule d'eau, elle est coudée, le dioxyde de carbone, c'est linéaire. Donc ça, il faut absolument l'écrire comme ça. Et donc là, on va mettre les charges. Alors, les charges, les petites charges partielles, on va les représenter par un delta. Alors, on va mettre un delta moins sur celui qui est l'atome qui a l'électronégativité la plus grande, et un delta plus sur celui qui a l'électronégativité la plus petite. Donc, il faut regarder hein, O et H. Donc, O, c'est 3,44, H, c'est 2,20. Donc, la plus petite, c'est 2,20. Donc, je vais mettre un delta plus sur l'hydrogène. Celui-là, il y a un delta plus aussi. Donc, l'oxygène va avoir un delta moins, mais là, je ne vais pas mettre seulement un seul delta moins, je vais en mettre deux. Pourquoi? Parce qu'il y a un delta moins pour chaque liaison. Donc, ça me fait delta moins plus delta moins, donc ça fait 2 delta moins. Hein, ce sont des charges partielles. Le delta représente un petit nombre, entre 0 et 1. Et donc, il faut que quand on additionne, ça soit neutre, puisque la molécule d'eau est neutre. Donc, pourquoi c'est moins, delta moins, sur l'atome le plus électronégatif? Parce que s'il est électronégatif, il attire les électrons. Donc, l'oxygène attire beaucoup plus les électrons que l'hydrogène. Donc, le nuage électronique, en fait, est beaucoup plus présent autour de l'oxygène que du pauvre petit hydrogène hein, qui se fait tirer un peu tous ces électrons-là. Il en reste quand même un petit peu, mais c'est beaucoup plus localisé sur l'oxygène. Donc, les électrons, c'est négatif. Donc si c'est localisé sur l'oxygène, il a une petite charge, pas une charge entière, mais une petite charge localisée sur lui. Alors c'est pas une charge entière parce que sinon ça devient un ion. Hein, il a piqué totalement l'électron à l'hydrogène, ce qui n'est pas le cas. Hein, ça reste quand même une molécule. Donc une fois que j'ai les delta plus et delta moins, je vais pouvoir établir les G plus et G moins. Donc c'est la moyenne, hein, ce qu'on appelle le barycentre normalement. Donc des centres, des charges positives et négatives. Donc je regarde les charges négatives, c'est pas compliqué, elles sont toutes sur l'oxygène. Donc j'ai G-. Les charges positives, il y en a deux. Il y en a une ici, une ici. Donc la moyenne, c'est entre les deux atomes d'hydrogène. Donc il faut absolument mettre la petite croix. Hein. J'y tiens,
on met la petite croix, elle représente que c'est ici. Et là, je constate que G+ et G- sont séparés, ne sont pas confondus, donc, par définition, G+ et G- ne sont pas confondus, l'eau est une molécule polaire. Polaire parce qu'il y a deux pôles, un pôle plus et un pôle moins. Alors, pour le dioxyde de carbone maintenant. Donc, le plus électronégatif entre le carbone et l'oxygène, c'est toujours l'oxygène. C'est souvent l'oxygène, il est assez électronégatif. Il n'y a vraiment que les halogènes qui le sont plus que lui, mais en général, c'est lui qui l'emporte souvent. Donc, j'ai un delta- sur l'oxygène, donc j'aurai un delta+ sur le carbone. J'ai un autre delta- sur l'autre oxygène, donc j'aurai un autre delta+. Et donc, delta+ et delta+, ça fait 2 delta+. Alors, si je fais la moyenne de ces charges positives et négatives, donc les charges positives, elles sont sur le carbone, donc G+, et le G-, et ben, les deux atomes d'oxygène, comme c'est symétrique, le G- est au milieu, donc au même endroit que le G+. Donc là, G+ et G- sont confondus, donc le dioxyde de carbone est une molécule apolaire. Et pourtant, elle contient des liaisons polarisées. Donc autant quand on n'a que des liaisons apolaires, on est forcément une molécule apolaire, mais quand on a des liaisons polarisées, on n'est pas forcément une molécule polaire. Vous avez l'exemple ici, ça va dépendre de la géométrie.